Au Pérou, 3 écosystèmes extrêmes, sur seulement quelques centaines de kilomètres. L'Amazonie, océan végétal, titanesque machine à produire les pluies tropicales, menacée par la déforestation. Les Andes, barrières à nuages et réservoirs d'eau, dont les glaciers sont fragilisés par le réchauffement climatique et le décalage des saisons. Et enfin, la côte pacifique, que le courant froid de Humboldt rend naturellement aride et désertique. Passionné de nature et d'animaux, le photographe animalier Cyril Ruozo et l'auteur scientifique Emmanuel Grünman entreprennent une exploration de ces milieux extrêmes pour témoigner de cette biodiversité aussi foisonnante que menacée. Ils se sont fixés la mission de suivre le cheminement de l'eau en traversant le Pérou d'est en ouest. Après son périple dans les Andes, Cyril chemine maintenant en compagnie d'Emmanuel, vers la zone côtière, là où il ne pleut jamais. C'est la fonte saisonnière des glaciers des Andes qui seule alimente les nappes phréatiques ainsi que les rares cours d'eau de cette région aride où la vie est si rare. Pourtant, Emmanuel et Cyril découvrent une oasis où subsiste une vie animale et végétale d'une étonnante richesse. C'est ici que nos reporters vont tenter de comprendre comment la végétation parvient à s'adapter à des conditions aussi extrêmes. L'oasis est un concentré de vie au milieu du désert. La présence de l'eau permet à tout un écosystème de prospérer. Insectes, oiseaux, végétaux. Pour le photographe naturaliste, c'est la chance d'observer plusieurs spécimens rares qu'on ne trouve que dans cette région du Pérou. Oh oui, c'est sûr qu'il a une couleur qui attire, ça c'est certain. Il est vermillon. Et bon, c'est un gobe-mouche, donc il se met sur des petites branches. On le voit bouger la tête, il surveille, et dès qu'il trouve un insecte, il fonce dessus. Il l'attrape, souvent il revient sur le même perchoir pour le gober. C'est un endroit magique. On est dans un endroit ultra désertique. Et puis soudainement, il y a une sorte de mini canyon, ça, un oued. Et là, c'est vert, il y a même des forêts. Derrière, on a une dune immense qui fait plusieurs centaines de mètres de haut. On a un mur de sable. Donc c'est pour le moins surprenant. Une équipe de botanistes mène ici une campagne de recherche sur le terrain. Menée par Oliver Whalley, des jardins botaniques de Kew, près de Londres, ces chercheurs britanniques et péruviens s'intéressent de très près à cette biodiversité végétale du désert. Ici, on est dans une petite forêt relique que l'équipe d'Oliver Whalley de Kew Garden essaye de préserver. Donc on comprend quand on voit ce milieu assez incroyable qu'on ait envie de le préserver, d'autant qu'on a certaines espèces, notamment d'oiseaux, qui vivent vraiment que dans ce petit confetti de forêt. Donc c'est vraiment un petit joyau au milieu d'un désert quasi absolu. Oliver Whalley est le spécialiste incontesté d'un arbre extraordinaire, le seul capable de puiser l'eau souterraine à plus de 50 mètres sous terre. Cet arbre, qui apporte ombre et humidité à la faune et à la flore de l'oasis, c'est le warango.
Donc voici une petite forêt relique, très importante pour nous. C'est le dernier bosquet de Warango, probablement au monde. Il en existe plusieurs que nous cartographions, et celui-ci est le dernier à être encore intact. Il contient des oiseaux extraordinaires. Il est là. Comme ce picaco noir qu'on ne trouve qu'au Pérou. Il a un cou très noir, tu vois? Il est superbe, endémique au Pérou. On ne le trouve pas au Chili. On a ici l'une des plus grandes biodiversités au monde. On trouve au Pérou quelque chose comme 10% des espèces de plantes, une grande diversité d'oiseaux et de papillons et d'espèces marines aussi. On est ici au bout. De l'autre côté de cette muraille des Andes qui fournit de l'eau à cette petite vallée, il pleut entre 3 et 5 mètres d'eau par an. Donc on a un contraste incroyable entre 5 mètres d'eau là-bas et quasiment rien de ce côté. Rien. Plus le brouillard. Notre équipe des jardins botaniques de Kew essaie de préserver ce petit morceau de forêt. C'est l'un d'eux. C'est un pic qui chante. Depuis quelques années, les précieux warangos sont coupés illégalement et transformés en charbon de bois. Aussi, les quelques spécimens qui subsistent sont affaiblis par ces coupes sauvages. Malades ou parasités, leur subsistance est extrêmement fragile. Afin de suivre l'évolution de la taille de cette forêt, les spécialistes en imagerie de Kew Garden utilisent un drone photographique programmé pour quadriller le terrain et établir une topographie précise de cette région où poussent les warangos. SDM enclenché, chevauchement de 70. La durée du vol sera de 35 minutes. On est dans ce désert, qui est un désert presque total. C'est difficile d'imaginer que l'on puisse trouver de tels arbres ici. Oui, comme je le disais, un arbre dans un désert où il ne pleut pas. Donc ces arbres produisent peu de graines. Ils préfèrent s'étendre. Les racines poussent, se faufilent sous la terre jusqu'à sortir du vallon et ressembler à cet arbre là-bas. Pour lui, on a perdu les étapes intermédiaires. Oui, on dirait qu'il sort de nulle part. Les branches du warango se tordent pour plonger dans le sable à la recherche de l'eau souterraine. En réémergeant, elles semblent donner naissance à un nouvel arbre, qui n'est en fait qu'une résurgence de l'arbre originel. Pour cette raison, on l'appelle l'arbre qui marche. Cela explique sa croissance très lente et aussi la taille immense qu'il peut atteindre, jusqu'à une 50aine de mètres d'envergure. Et on voit partout que les arbres ont été coupés. Donc, qui les coupe? Et cela met-il en danger l'arbre lui-même? Oui, c'est un vrai problème. Il y a eu une énorme migration vers la côte péruvienne ces 50 dernières années. Et une augmentation des besoins en viande grillée, qui nécessite du charbon de bois. Ce sont des coups de hache. La hache a frappé peut-être 50 coups. Malheureusement, il est mort. La personne n'en a pas retiré grand-chose. C'est plus de la colère qu'autre chose. Ça me rend triste les jours où je récolte des graines pour les replanter dans une nurserie. Mais tout a une fin, vous savez. Avant tout, il faut le voir comme un cycle. Comprendre où l'on va, vers quoi la race humaine se dirige, d'où l'on vient. Tout a un début et une fin. Pour autant, on voit que cet arbre est mort avant son heure. Donc, c'est sûr, ça m'attriste. Car j'aime ces arbres. Je les aime vraiment. Aujourd'hui, ces arbres font partie des 20 à 30 arbres les plus extraordinaires de la côte péruvienne. La plupart d'entre eux ont probablement 500 ans. Certains en ont le double. Et comme ils commencent à mourir, on a de bonnes chances de les perdre. On a alors décidé de les honorer comme des monuments et de les scanner en 3D. On peut ainsi les préserver pour les générations futures, pour que les enfants comprennent combien cet arbre est merveilleux, car dans le futur, on n'en verra plus. Ces spécialistes de l'imagerie en 3 dimensions vont modéliser cet arbre fossile et ainsi laisser aux générations futures un témoignage de l'existence des warangos, aussi rares que menacés. Vous êtes en train de scanner l'arbre pour créer un modèle 3D?
C'est bien ça? Oui, cette machine envoie un rayon laser vers le miroir. Elle mesure la distance entre des milliers et des milliers de points, 11 millions pour chaque scan, et définit ainsi le contour de l'arbre au millimètre près. De là, on recrée un modèle en 3 dimensions qui donne la taille de l'arbre, sa masse et la quantité de carbone qu'il contient. Ces scanners sont utilisés pour créer des animations vidéo, comme par exemple pour le film Avatar. Dans ces films, les arbres sont souvent des répliques 3D d'arbres réels qui ont été scannés. Donc on utilise la même technologie avec ces Warango pour les recréer virtuellement. Pour Oliver Whaley, même si l'existence des Warango est précaire, leur sauvegarde passe par l'implication des habitants de la région. Avec leur aide, les botanistes ont installé dans une ancienne hacienda une pépinière communautaire. Ici grandissent non seulement des Warango, mais aussi les nombreuses variétés de plantes, légumes et arbres endémiques que chacun est libre de collecter pour les planter chez soi. C'est chouette de les voir grandir pour la première fois. Et ils vont les replanter ici ou... Oui, ils vont les replanter ici. Certains vont les replanter autour de leur maison, d'autres dans les écoles. Ces arbres sont un début d'espoir dans cette vallée, car le Warango est la pièce maîtresse de ces oasis. Il permet l'irrigation et apporte la fertilité dans la vallée. Poursuivant leur périple, Cyril et Emmanuel atteignent enfin la côte pacifique. En seulement quelques dizaines de kilomètres, le climat s'est brusquement rafraîchi. La côte est balayée par un puissant vent austral qui éloigne les eaux de surface vers le large et produit une importante remontée d'eau froide venue des profondeurs. Ce phénomène produit le courant de Humboldt, du nom du célèbre géographe et naturaliste allemand qui a exploré la région au début du XIXe siècle. L'océan, refroidissant constamment l'air qui le surplombe, maintient sur la côte durant toute l'année un puissant anticyclone qui empêche la moindre précipitation. À San Fernando, comme sur toute la bande côtière, il ne pleut jamais. Pourtant, le contraste entre les eaux fraîches et la terre chauffée par les rayons d'un soleil tropical fait naître une brume qui stagne au-dessus des eaux. Coincées entre océan et désert, sur le relief proche du littoral, les plantes ont appris à capter cette eau du ciel. En gros, dans ce lieu, dans cet écosystème, il ne pleut jamais. On n'enregistre aucune pluie, mais on a cette humidité en l'air qu'apporte la brume. Tout cet environnement dépend donc de la mer et du sens du vent. Ici, nous sommes sur le versant de la colline face à la mer et face au vent. L'autre versant n'est constitué que de sable sec. Quand le vent souffle, il pousse la brume vers la colline. Du coup, la plupart de ces plantes ont une sorte de duvet pour capturer l'humidité de la brume et l'envoyer vers le sol par les racines. Si on creuse de quelques centimètres, on voit que ça commence à être assez humide. Ce désert a pour nous quelque chose de vraiment incroyable, de merveilleux et d'inattendu. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a rien à voir dans le désert. Pourtant, le désert nous attire et il a beaucoup de choses à nous apprendre et à nous faire découvrir. La biodiversité de ce désert est quasi unique, à commencer par la faune et la flore, qui présentent un endémisme exceptionnel. Ils constituent un écosystème fragile et unique au monde. L'absence de pluie, la pluviométrie quasi nulle dans cette région, rendent cet écosystème beaucoup plus fragile qu'ailleurs. Ainsi, toute une faune et une flore uniques réussissent à vivre et à se développer. Dans cette région encore très peu étudiée, les chercheurs découvrent constamment des espèces nouvelles, comme ces plantes surprenantes, capables de pallier l'absence totale de pluie. On n'avait jamais observé une telle plante ici. C'est très sec cette année, donc elle n'a pas beaucoup de fleurs. Mais elle reste intéressante. Ça pourrait être une nouvelle espèce. On va probablement devoir attendre une demi-heure pour voir une fleur s'ouvrir. On y est presque. Mais pour le moment, on ne voit que du duvet. Elle est vraiment bien adaptée pour capturer l'humidité. Pour les botanistes, comme pour le photographe,
Cette vie émergente au milieu du désert, c'est aussi l'occasion de raconter des histoires photographiques. Là, j'essaye de faire les fleurs de cactus. C'est des fleurs qui s'ouvrent la nuit et qui sont en train de se refermer là, au lever du jour. Ce matin, ce qui me plaisait davantage, là, c'est que c'était d'essayer de rendre un effet un peu crépusculaire. Comme c'est un cactus dont les fleurs vont s'ouvrir pendant la nuit, on arrivait au lever du jour, qu'on ait cette lueur là-bas dans le fond. En plus, ce matin, on a une météo qui est plutôt bien pour le photographe. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas un ciel bleu. C'est tout le contraire, là, c'est très couvert, nuageux, et à l'horizon, on a vraiment une barre lumineuse. Donc j'ai joué là-dessus, sur cette ambiance un peu crépusculaire, en rééclairant partiellement le cactus au premier plan. Très bien faire quelque chose de beau qui à la fois soit informatif. Ça peut être un document qui a aussi une valeur esthétique. En tout cas, c'est ce après quoi je cours. Chacun a le droit de se raconter son histoire qui a peut-être absolument rien à voir avec la réalité, avec une approche scientifique. Ça, c'est pas grave. C'est vrai qu'on peut s'imaginer un tas de choses en regardant des plantes comme ça hérissées d'épines. Ça peut devenir un monde un peu fantasmagorique dans lequel on peut circuler. Je pense que ce qui est important, c'est ça, que ce soit une porte vers l'imaginaire. Dans ces dunes immenses, j'ai observé quelque chose que j'avais jamais vu jusqu'alors et dont je connaissais même pas l'existence, puisqu'il s'agit de cascades de sable. Quelque chose d'assez étonnant qui, à mon avis, doit être un phénomène physique peut-être assez proche du sable mouvant. J'imagine que les grains sont suffisamment fins pour pouvoir couler. Enfin, c'était quand même quelque chose d'assez surprenant à voir et à photographier. Je suis pas sûr que les photos seront à la hauteur de l'émotion ressentie, mais ça, c'est toujours le défi et la difficulté. Avec un petit plaisir physique en dévalant la dune, là, on a des sensations, assez particulières. On est porté, on est emmené par le sable. Sans inquiétude parce qu'on maîtrise le truc, mais on est porté. Dans cet entre-deux-mondes, vit l'oiseau emblématique de l'Amérique andine, le condor. C'est le plus grand rapace du monde. Descendu des hauts plateaux pour se reproduire et élever ses jeunes, ici, à la pointe de San Fernando, c'est probablement l'un des seuls endroits où on peut l'apercevoir sur fond d'océan. Pour moi, le condor, c'est des souvenirs d'enfance en lisant Tintin. C'est un oiseau mythique. Chez tous ces oiseaux, surtout des charognards comme ça, il faut qu'ils puissent rester à l'affût dans les airs pendant des heures, des jours, sans dépenser d'énergie. Là, on les voit, les ailes grandes ouvertes, et puis ils profitent des ascendances au sommet des falaises. Et il y a des moments où ils sont en dessous de nous, on est à la même hauteur. On est vraiment super privilégiés, là. On est presque des oiseaux aujourd'hui, hein. Responsable de l'extrême aridité de la région, le courant de Humboldt permet en revanche à tout un écosystème marin de se développer. En charriant des profondeurs des quantités considérables de nutriments, ce courant froid apporte à cette région du globe les ressources nécessaires à la prolifération d'immenses bancs d'anchois. Sur tout le front de mer, baigné par des eaux comptant parmi les plus poissonneuses au monde, c'est tout naturellement qu'une abondante vie marine s'est installée, tirant profit de ces ressources exceptionnelles.
Ce matin, Cyril est dans la réserve de Punta San Juan. Il bénéficie d'une autorisation spéciale pour approcher les colonies de mammifères marins, actuellement en pleine période de reproduction. C'est animé, une plage occupée par des otaries ou des lions de mer. Il suffit d'observer un petit peu pour se rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel individu qui arrive de la mer et qui doit venir trouver sa place sur la plage, on n'a pas l'impression qu'il est bien accueilli, qu'il est le bienvenu, puisqu'il est quasiment obligé de se battre avec chacun des individus qu'il croise. Donc les mâles tiennent des petits carrés sur la plage avec entre 10 et 20 femelles. Et évidemment, il n'y a pas de femelle pour tous. Donc le mâle qui possède son harem va tout faire pour le défendre, le protéger des autres mâles qui eux-mêmes vont le harceler en continu. Enfin tout ça, c'est vrai que ça crée des plages pour le moins animées. Il y a deux événements qui se juxtaposent. On a à la fois les naissances, mais aussi les accouplements pour les naissances de l'année suivante. Et on entend énormément de cris, d'appels, parce que pour les otaries à fourrure comme pour les lions de mer, en fait c'est le moyen de se reconnaître les uns les autres, et notamment pour la mère de reconnaître son petit, parce qu'en fait il faut savoir qu'ils ont un cri qui est commun à toute l'espèce, mais après chaque individu a un cri qui est légèrement différent. En fait c'est comme une carte d'identité, une signature individuelle. Parce que chez les otaries, ce qu'on voit quand on observe un petit peu longtemps, c'est qu'une mère ne va jamais allaiter un autre petit que le sien. Alors parfois ça peut donner lieu à des comportements assez violents où un petit va essayer de téter une femelle et va se faire violemment rejeter. Donc en ce moment, oui, c'est une période qui est vraiment intense. Cette saison des naissances, c'est aussi une aubaine pour les vautours, les croque-morts de la plage, qui attendent d'abord le placenta, que la mère défend jalousement aussi, autant que son petit ou presque. Et puis ils attendent aussi qu'un jeune meure pour pouvoir s'en emparer et pour pouvoir le dévorer, ce qui n'est pas toujours aisé parce que la mère va défendre son nouveau-né. Si jamais il meurt, elle va continuer à le défendre pendant parfois des jours et des jours, justement contre ces vautours qui sont vraiment à l'affût de la moindre opportunité. Avec l'aide des scientifiques, j'ai pu utiliser des filets couleur sable qu'ils utilisent eux-mêmes pour approcher des animaux. Moi, évidemment, je ne vais pas à l'intérieur de la colonie, je reste en périphérie, à une quinzaine de mètres. Mais là, par exemple, ce soir, il y a des individus qui se sont approchés jusqu'à 3 mètres de moi. Alors à 3 mètres, ils commencent quand même à regarder l'objet de façon insistante. Je ne pense pas qu'on puisse les duper au point de leur faire croire que c'est un caillou. J'imagine qu'ils me perçoivent plus comme un animal bizarroïde qu'ils ont jamais vu. Parce que je les vois quand même essayer d'humer l'air, d'essayer de récolter quelques molécules pour pouvoir identifier. Donc quand ils sont très près, ils voient bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais comme je bouge pas, qu'il se passe rien, donc là c'est le bonheur absolu. Je trouve que c'est vraiment des conditions géniales parce qu'on ne dérange pas les animaux, on est là. J'ai fait des portraits en jouant beaucoup sur les matières. Parce que quand ils sortent de l'eau, on a l'impression qu'ils sont comme si c'était en plastique. Vraiment tout lisse, avec beaucoup de reflets. Donc ça, c'est vrai que c'est assez photogénique. Et ça contraste énormément avec les individus qui sont secs. Donc là, je pense qu'il y aura des photos sur les matières, sur les reflets. Et puis ce matin, des séries avec les tout jeunes. Les comportements avec leur mère. Donc ils essayent de téter, ils jouent avec elle. Il y a quelques photos qui sont sympas. Bien que située sous les tropiques, la côte péruvienne accueille un cousin direct des manchots de l'Antarctique, le manchot de Humboldt. L'espèce en voie d'extinction ne compte plus que 8000 individus.
Il est aujourd'hui particulièrement protégé et bénéficie de la création de réserves naturelles, comme ici à Punta San Juan. Chaque année, ce manchot rejoint son terrier habituel à l'abri des vagues, sur la falaise, pour pondre puis élever ses petits. Tous les jours, les parents sont obligés d'accéder à la plage pour aller chercher la nourriture. Les manchots sont tous cantonnés à l'hémisphère sud et eux ne peuvent pas voler. Comme les manchots de Humboldt qu'on a ici, en fait leurs ailes se sont transformées au fil de l'évolution en palettes natatoires, en rames. Et donc sur Terre, ils sont tout pâteaux, pas très à l'aise. Et ce sont des oiseaux qui sont ultra adaptés à l'océan et à la nage. Dans l'eau, ils sont super à l'aise et ils vont super vite. C'est des vraies torpilles. Et donc au milieu de cette marée de pinnipèdes, d'otaries et de lions de mer, les manchots doivent se frayer un passage. Parce qu'ils ont leur terrier donc, sur le plateau, là. Et il faut qu'ils continuent à s'alimenter. Donc ils doivent franchir les lignes ennemies pour aller se nourrir en mer. Dans un sens, dans l'autre. Alors, on a les manchots couverts de guano et de terre qui font un peu retour des mineurs. Donc ceux-là, ils reviennent du terrier, ils vont aller se nourrir en mer. Et puis ceux qui sont tout propres, qui reviennent et qui retournent au terrier. Donc on a comme ça des équipes qui se croisent en permanence en évitant les obstacles. Pour l'instant, Cyril est sur la plage, enfermé dans une boîte, dans un affût. Évidemment, l'objectif, c'est de pas du tout les déranger, donc c'est de passer totalement inaperçu. Donc la boîte a été placée là depuis un certain temps pour que les oiseaux s'habituent déjà à la forme et à cet objet, à cet ovni. Et j'espère qu'il aura quelques photos intéressantes sur ces manchots et puis aussi sur les interactions avec les autres animaux, en particulier avec les goélands, parce qu'il y a un nid de goélands juste à côté de la petite colonie de manchots. Et apparemment, il y a du rififi dans l'air. C'est vrai qu'il n'y a pas 2 minutes sans qu'il se passe quelque chose. Les nids de goélands ils sont super protégés par des parents dévoués et agressifs. Les pauvres pingouins, là, pour eux, c'est quand même le parcours du combattant. Dans le cadre du projet d'étude et de conservation des manchots de Humboldt, Antje, une jeune biologiste, accompagnée de Victor, un gardien de la réserve, doivent aller récolter des données sur un nid dont ils suivent l'évolution. Ils en profitent aussi pour suivre l'état de santé des adultes. Ce travail s'effectue la nuit pour minimiser le stress dans Penguin Town, la zone de falaise où sont concentrés les terriers où nichent les parents et leurs petits. Là, on est dans la partie la plus élevée de la zone. Voici l'un des nids, chaque nid est numéroté. Nous vérifions et surveillons les nids à partir du moment où les adultes commencent à pondre les œufs. « 120 grammes. Le premier est né le 8 novembre, il y a une semaine, et celui-ci est né 2 jours plus tard.
Là, j'ai retiré les poussins pour pouvoir sortir l'adulte du nid et protéger les petits. Car il y a des fois, en résistant, l'adulte peut leur faire mal. Attrape-lui la patte. Nous vérifions s'il porte bien une bague sur la patte avec un numéro. Si c'est le cas, ça signifie que c'est l'un des manchots que nous étudions. Maintenant, on va laisser les petits près du nid. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir s'occuper de l'adulte. Quand on voit la facilité qu'il y a à écarter les adultes pour leur emprunter leurs poussins, on comprend la vraie fragilité de ces animaux en période de nidification. 925. Une fois, je suis tombé sur un manchot plutôt agressif. Mais avec l'expérience, j'ai appris à les manipuler en toute sécurité. On le remet dans le nid, la tête la première. On va remettre les poussins dans le nid. Je vais utiliser un gant au cas où elle voudrait me mordre. Voilà tes petits. On essaie de les remettre sous la mer dans la mesure du possible. Si la réserve de Punta San Juan est devenue en quelques années l'un des derniers refuges pour les manchots de Humboldt, elle reste également un lieu de nidification privilégié pour les immenses colonies de cormorans et de fous. Tout aussi menacés, notamment par l'exploitation du guano, ces oiseaux marins font également l'objet d'un suivi attentif. Le guano, c'est tout bêtement les fientes des oiseaux, et c'est particulièrement les cormorans de Bougainville qu'on a ici en masse. Pour fabriquer leur nid, en fait, ils vont faire une structure avec leurs fientes, comme un espèce de ciment, donc une structure ronde comme ça. En plus, c'est super standardisé, on les voit, c'est vraiment des structures super géométriques. Et c'est cette matière, ce guano, qui a été et qui continue à être utilisé comme engrais pour l'agriculture. Évidemment, avec le retour notamment de l'agriculture biologique, ça devient à nouveau une ressource très, très prisée. Et ce qui fait qu'il y a vraiment besoin d'un contrôle très important de ces zones pour que les oiseaux marins puissent continuer malgré tout à se reproduire sans être trop dérangés par l'exploitation du guano. En créant ces réserves, les autorités péruviennes ont souhaité préserver les immenses populations qui nichent ici pour assurer la pérennité de la ressource. Les chercheurs surveillent les populations d'oiseaux et s'assurent du bon déroulement de la reproduction et de l'élevage des poussins. Donc ce matin, je suis venu pour essayer de montrer la multitude, ce demi-million d'oiseaux. Ça paraît assez incroyable. Hein. Les scientifiques les ont comptés, 400 000 cormorans. Ouais, c'est un truc unique. Vers 8-9 heures, ils commencent à décoller. On a des ondes successives de cormorans qui décollent et qui vont vers la mer. Il y a des flux qui se croisent parfois. Il y a différentes pistes d'atterrissage. Enfin, c'est un vrai spectacle. C'est vraiment fascinant de voir tous ces millions d'oiseaux qui sont là au même endroit. C'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'avais jamais vu ailleurs.
C'est vraiment impressionnant. Les oiseaux d'Hitchcock à côté, c'est de la rigolade. Là, c'est vraiment... c'est du sérieux. Devant ces gigantesques colonies d'oiseaux, on a du mal à croire qu'elles puissent être amenées à disparaître subitement, d'une année sur l'autre. C'est pourtant ce que Ricardo Moreno Evangelio, doyen des gardiens de la réserve, a pu constater à plusieurs reprises au cours de sa carrière, lorsque des épisodes de réchauffement rapide des eaux, connus sous le nom d'El Niño, ont brutalement réduit les quantités d'anchois disponibles. Les populations de cormorans de Bougainville, comme les autres espèces, diminuent régulièrement. Il y a eu un El Niño très fort en 1983-1984. Du coup, les oiseaux, les lions de mer et les autres espèces ont vu leur population décliner, voire disparaître, et d'autres ont migré vers le sud. Puis les choses se sont répétées, le phénomène a été très fort en 1997. Ces niños ont été fatals pour certaines espèces marines qui habitent sur le littoral du Pérou. Quand le phénomène se produit, une colonie aussi grande que celle-ci peut être décimée. Si les parents sont en pleine période de reproduction, ils peuvent abandonner leurs œufs, leurs poussins et leurs juvéniles. Quand les bancs d'anchois partent avec le courant froid qui les emporte vers le sud, les oiseaux adultes les suivent. Alors, sur des hectares, les petits et les œufs abandonnés se mettent à mourir. La semaine prochaine, nous allons à Pescadores. Là-bas, ils sont en période de nidification et de reproduction, avec pas mal de poussins. Même si les chercheurs qui étudient le climat affirment que le phénomène El Niño a toujours existé, c'est sa fréquence et son intensité qui semblent se modifier. Et c'est tout un équilibre naturel qui s'en trouve bouleversé. Ce matin, Emmanuel doit rencontrer Patricia Marlouf, figure incontournable de la recherche péruvienne en matière de biologie marine et fondatrice de la réserve de Punta San Juan. En 1997, on a eu un puissant El Niño. Toutes les otaries et tous les oiseaux sont morts. Alors j'ai arrêté mes recherches et je me suis concentrée sur les 2 actions prioritaires à entreprendre pour protéger ces espèces. Car comme les phénomènes El Niño étaient censés devenir plus forts et plus fréquents, nous devions faire tout notre possible pour favoriser la reproduction entre 2 niños. Donc, il fallait suffisamment de nourriture et protéger les habitats naturels. J'ai donc fait 2 choses. La première a été la constitution d'une réserve à guano, et ça nous a pris 10 ans. 10 ans. Mais en 2009, ça a été signé. Alors, je me suis attaquée aux pêcheries d'anchois. Ça a été un long processus, mais en 2006, un décret a été passé qui consiste à laisser chaque année au moins 5000 tonnes d'anchois dans la mer. Donc aujourd'hui, il y a plein de poissons, ce qui est bien pour tout le monde. Et depuis 2006, les conditions de reproduction en mer sont favorables. Et on a vu la reconstitution des populations. Après avoir complètement disparu pendant plusieurs décennies, on voit les bancs de poissons se reconstituer. Pour les manchots et les otaries, c'est pareil. Je n'avais pas observé autant d'otaries à cet endroit de la plage depuis 1979. Ce milieu marin est le plus productif de la planète. Vous avez la plus forte production d'anchois par mètre carré sur ce petit site. Donc, si on protège l'habitat naturel et la nourriture, les animaux s'en sortent très bien. À quelques kilomètres de la côte, au nord-ouest de Lima, l'archipel de Pescadores forme un groupe d'îlots arides aux falaises escarpées. Comme Punta San Juan, elles font partie de la trentaine de réserves à guano que compte le Pérou.
Cyril et Emmanuel ont le privilège de pouvoir débarquer dans ce lieu mythique, où l'on compte une des plus importantes densités d'oiseaux marins au monde. Sterne inca, cormoran de Bougainville et fou du Pérou, nichent ici par centaines de milliers sur ces quelques hectares de rochers recouverts de guano. En ce moment, un groupe de chercheurs franco-péruviens y mène des études vitales pour la survie des oiseaux marins. Tous ces oiseaux dépendent de la ressource marine que sont ces immenses bancs d'anchois liés au courant de Humboldt. Nous sommes actuellement en pleine période de nidification pour les cormorans, qui ne pondent que quelques œufs par an. Victimes de la destruction de leur habitat et d'une compétition croissante avec les pêcheurs des environs, la reproduction de ces oiseaux est aujourd'hui fortement fragilisée. Donc chaque jour, c'est Dallas, c'est un peu compliqué la vie en grande famille. Chaque couple d'oiseaux défend le nid et un territoire, un espace invisible. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un oiseau pénètre cet espace invisible, coup de bec, ça vole dans les plumes. Et c'est vrai qu'observer, c'est vraiment sympa. Mais par contre, je pense qu'à vivre à leur place, ça doit être assez stressant et épuisant, cette phase de reproduction. Entre ces allers et retours en mer pour nourrir les jeunes, ce combat, arriver sur place pour protéger le nid des autres individus de la même espèce et aussi toujours un œil sur les goélands qui patrouillent en permanence. L'équipe de la scientifique française Sophie Bertrand a été missionnée par l'État péruvien pour évaluer les besoins de ces fantastiques colonies et assurer une cohabitation efficace avec les pêcheries locales, avec lesquelles elles doivent partager les ressources en anchois de la région. L'objectif, pour ces chercheurs, est d'évaluer à l'aide de balises GPS les trajets des oiseaux en mer et les lieux qu'ils privilégient pour se nourrir. Ils en profitent aussi pour mesurer et peser les individus afin de suivre l'évolution de leur état de santé. 137,97. On va regarder un petit peu à quoi ressemblent les données de voyage qu'on a collectées avec les GPS. Là, on a l'exemple d'un voyage d'un cormoran. Ici, en haut à droite, on a le point de départ, donc l'île à partir de laquelle on marque les animaux, avec son allée en mer et son retour, les couleurs le long de la trajectoire qui indiquent le temps qui passe, et chaque petit point rouge qui nous donne les zones où il s'est arrêté pour plonger et capturer du poisson. C'est un jeune cormoran. Apparemment, il ne retrouve plus ses parents. Donc là, je sais pas, c'est vraiment étrange qu'ils viennent vers moi réclamer à manger, puisque j'ai ni la taille ni l'allure d'un cormoran adulte. Ça pourrait être drôle s'il n'était pas en train de mourir, quoi. Ses parents ne sont pas morts. Seulement, il n'arrive plus à le nourrir. Il est sorti du nid, s'est perdu, et ses parents l'ont abandonné parce qu'ils ne pouvaient plus l'alimenter. C'est ce qui est arrivé à cet animal. Okay. Si la nourriture devient trop rare, les parents n'engagent pas leur propre survie. Ce fut le cas durant l'année 1997, où le manque de nourriture causé par un El Niño particulièrement sévère a provoqué sur l'île l'abandon spectaculaire de plusieurs milliers de jeunes.
Le projet à l'intérieur duquel on réalise ces études, c'est guidé par des questions de gestion de l'activité de pêche. On cherche à savoir si on doit recommander des quotas pour la pêche, comment prendre en compte dans ce quota les besoins des oiseaux et des mammifères marins. Récemment, on a travaillé sur des petites zones, donc des effets locaux. On peut avoir des effets de compétition assez intenses. On a démontré par exemple qu'une année donnée, lorsque la colonie d'oiseaux nécessitait à peu près 200 tonnes d'anchois par jour, la pêcherie dans la même zone pouvait extraire jusqu'à 50 000 tonnes d'anchois par jour. Donc évidemment, on est dans des disproportions de mesures énormes. Cela ne veut pas dire qu'à tout moment, la pêche nuit aux oiseaux. C'est vraiment des phénomènes locaux, temporaires, dont il faut essayer de limiter l'influence négative. La quantité d'anchois est très très variable entre les années. Pour cette raison, le Pérou a développé quelque chose de très bien, de très efficace, qui est ce qu'on appelle une gestion adaptative. Ça veut dire, je ne décide pas d'un quota pour les 10 années à venir, mais chaque année, et même à l'intérieur de chaque année, je réajuste les quantités que je prélève, je décide de zones, etc. Donc il y a une gestion qui est extrêmement performante du stock de la pêcherie, de l'anchois en tout cas, au Pérou. 0,23. Tout va bien ? Alors cet engin, c'est un berceau que j'avais initialement conçu pour faire des photos à partir d'un cerf-volant. Il y a assez longtemps de ça. Et que j'ai réadapté pour mettre sur une grue, pour tenter de faire des photos impressionnantes, enfin des photos qui donnent le vertige. C'était un petit peu ça l'idée. C'était d'imaginer qu'un oiseau ait emporté l'appareil photo au bord d'une falaise et qu'on puisse extraire ces photos. Je vérifie que j'ai bien la réception de l'image et on va pouvoir envoyer tout ça. Ah là, on est sur des fous qui nichent en bordure de falaise. Là, on parle pas du fou de bassin, on parle du fou varié ou fou du Pérou. C'est l'île des oiseaux ici, hein. C'est eux qui sont rois. Hein. On est juste de passage, nous. Hein. En seulement quelques centaines de kilomètres, nos naturalistes, en suivant le cheminement de l'eau, sont allés de l'Amazonie à la côte pacifique, en passant par les sommets des Andes. 3 écosystèmes radicalement différents, mais pourtant étroitement connectés, tant leurs climats sont interdépendants. De la forêt pluviale à la côte pacifique aride mais foisonnante de vie, ici plus que partout ailleurs, la biodiversité est palpable. Depuis Alexander von Humboldt, des scientifiques se passionnent pour ces espaces, ces bribes de vie uniques, reliées par des équilibres plus que jamais fragilisés par l'influence de l'homme.